Bon, je vous avais prévenu, je m'y attendais un petit peu. Le mois de mars a été chargé. Il y a eu beaucoup de choses, et beaucoup de choses très différentes. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce mois de mars. Je vous souhaite bonne chance pour me suivre dans cette belle aventure, parce que je pense que là, on va atteindre les 20 minutes, voire même on va les dépasser. Donc ne perdons pas plus de temps, et abordons les quelques films que nous avons loupés durant le mois de mars 2025. Il y a des groupes de légendes que l'on veut absolument redécouvrir. Des groupes qui ont marqué l'enfance de certains, que ce soit en les ayant connus et en les ayant vus grandir, ou que ce soit aussi en ayant grandi avec ceux qui les ont connus et qui nous font découvrir par leur connaissance ces grandes figures légendaires qui ont influencé la musique et par découlement le cinéma. Bernard McMahon nous offre avec Becoming Led Zeppelin un fantastique voyage dans l'univers du groupe mythique, le temps d'un moment de cinéma qui sonne comme très classique, que ce soit dans la forme ou bien dans le fond, mais qui parvient dans un excellent travail de montage et de composition visuelle à donner lieu à un ensemble qui fonctionne et qui surtout nous entraîne avec plaisir et avec nostalgie dans l'univers fou de ces 4 musiciens de légende. 4 musiciens que l'on retrouve ou presque avec plaisir devant la caméra du réalisateur, qui leur laisse beaucoup de place pour parler de leur aventure, de leur naissance et comment tout cela a démarré, apportant un petit quelque chose de plus à ce documentaire simple mais très attachant. Une belle fresque, assez classique, mais très réussie. Dans le cinéma français, il y a parfois des idées qui semblent assez audacieuses. Comme celle de prendre un postulat assez étrange, mais plutôt original au sein de notre production, d'y mêler un genre surprenant et de construire autour de cela une œuvre de cinéma qui sonne comme une vraie proposition de genre étonnante et détonnante, qui peut amener une vraie originalité et quelque chose de cool. Cela aurait dû être le cas du film de Barbara Schultz, Le secret de Khéops. Mais la faute à une envie de trop en faire une comédie à la française et surtout de trop vouloir se la jouer Indiana Jones parisien, cela donne lieu à une œuvre assez décevante dans son genre, un film qui manque de panache, qui manque de finesse, qui manque de clarté aussi dans sa forme et son fond, le film sonnant aussi comme une œuvre démontée et remontée dans tous les sens, sans la moindre véritable intensité ou justesse de composition. Et surtout, dans le genre, Fabrice Lucchini est totalement en roue libre ici, l'acteur ne parvenant pas à porter le long métrage sur ses épaules et Julia Piaton ne réussissant pas à tenir la route face à lui, celle-ci semblant de nombreuses reprises un peu perdue. À l'image d'un film perdu dans sa démarche et dans ce qu'il avait envie de faire. Alors là, mais vous imaginez pas à quel point j'avais hâte de découvrir ce projet. Non pas que j'ai eu envie de voir ce film pour le côté fun, ou simplement pour l'ambition assez surprenante de la part de Paul W.S. Anderson de vouloir adapter du George R.R. Martin au cinéma, mais plus pour le besoin vicieux du cinéphile que je suis de voir une œuvre débile, régressive et potentiellement délicieuse dans sa nullité. Je n'ai pas été déçu par ce In the Lost Lens, qu'Anderson parvient à rendre génialissime dans sa bêtise, le metteur en scène britannique offrant un ensemble d'éléments de composition visuelle et narratif qui donne lieu à une œuvre magnifiquement débile et jouissivement régressive, qui reste beaucoup trop longue pour la simplicité de sa base et la forme que prend le métrage, mais qui amuse bien comme il faut le spectateur. Ajoutez à cela la présence assez jouissive de Dave Bautista, qui semble bien s'amuser devant ce moment de cinéma halluciné, et une Mila Jovovich qui en fait des caisses du début à la fin, sans jamais avoir la moindre once de crédibilité, mais une forme de simplicité qui amuse comme il faut. C'est un plaisir régressif terriblement satisfaisant. Il y a des films que l'on a un peu l'impression d'avoir déjà vus. Tout simplement parce que l'on connaît le pitch, parce que l'on a la sensation d'avoir déjà eu l'occasion de découvrir une histoire qui sonne comme similaire, ou simplement parce que l'on se dit que l'auteur aux commandes du projet a capté par le biais de son récit une situation qui a marqué notre esprit. Ali et Redouane Bougueraba font de Délocalisé une proposition de comédie qui n'a rien de réellement surprenante, ou simplement de détonnante d'ailleurs, mais qui reste tout de même assez prenante de bout en bout, les deux auteurs offrant un tout qui sonne comme divertissant, mais que l'on aura clairement vite oublié tant il est indéniable qu'aucune réelle surprise n'habite l'ensemble d'un récit qui ressemble à beaucoup de choses et qui ne crée pas assez d'originalité pour sortir du lot. Et après, Redouane Bougueraba ne surprend pas dans son interprétation d'un responsable d'équipe, même s'il donne lieu avec l'aide de Vanessa Guide à 2 ou 3 scènes assez amusantes et qui ressortent un peu du lot. Et du coup, c'est clairement trop banal pour réussir à vraiment sortir du lot. Autour de l'histoire, la grande histoire, on peut raconter beaucoup de choses.
au travers d'un contexte historique, au travers d'une logique dramatique, abordant un sujet plus ou moins grave et se construisant autour d'une élégante aventure entourant deux personnages ou plus, il est évident qu'un cinéaste peut amener énormément de réflexion et de beauté, ainsi qu'une belle émotion à l'écran. Andreas Dresen, avec Berlin été 42, a voulu nous offrir une délicate aventure historique, cherchant tout aussi bien à jouer sur l'aspect historique que simplement romanesque de cette rencontre amoureuse en temps de guerre, donnant lieu à une œuvre qui manque de finesse, qui manque de justesse aussi dans la construction du parcours de ces deux héros, mais offrant malgré tout un récit déconstruit qui parvient à sonner comme sincère et comme évocateur dans son exécution, même si cela semble par moments assez classique et assez convenu. Après, il y a cette double interprétation centrale, Alexander Scheer offrant une belle prestation, mais c'est surtout Liv Lisa Fries qui se démarque du casting par le biais d'une performance tout simplement renversante de justesse et d'une grande beauté. Un film qui fonctionne notamment par le biais de ses personnages et de ses acteurs. Certains sujets sont particulièrement complexes à aborder. Quand un auteur décide de s'emparer d'une thématique et de lui donner un relief qui le touche et lui semble important, celui-ci doit réussir à lui donner un peu de perspective, un peu de surprise, un petit quelque chose en plus, pour que l'on n'ait pas la sensation de voir un objet qui sonne comme trop lambda. Enya Barou a malheureusement cédé à la facilité d'une forme qui ne surprend pas avec On ira, mais parvient tout de même à donner lieu à une petite aventure humaine touchante et impactante qui sonne comme un moment de cinéma pas forcément si étonnant que cela, dans ce qu'il véhicule, mais offrant un regard plus léché et plus sincère sur une thématique d'actualité que la jeune cinéaste parvient à rendre accessible, touchante et même vraiment émouvante à de très nombreuses reprises. Le tout notamment emmené par les merveilleuses performances d'Hélène Vincent et de Pierre Lotin en tête d'affiche, tous deux excellents et brillamment secondés par David Ayala et Juliette Gasquet, tous deux également très touchants et d'une grande justesse. C'est sans surprise, mais c'est vraiment touchant et entraînant. Disons que là, c'est pas une catastrophe, mais bon, voilà quoi. Bon, pour être sincère, sur le papier, ce n'est pas le genre de film où je me serais dit que cela allait être mauvais, voire même on aurait pu croire à une idée assez cool avec cet univers assez déjanté, cette ambiance assez surprenante et ce casting, s'il n'est pas original en tout cas, qui pouvait avoir son petit charme. Les frères Russo se sont certainement perdus dans la création de The Electric State, qui est un objet de cinéma pas vraiment passionnant, pas vraiment inutile, pas forcément très bon, mais jamais vraiment mauvais, simplement assez vain et sans réel but cinématographique, offrant une expérience d'effets spéciaux qui aurait plus sa place dans un parc d'attractions, avec une vraie belle mise en scène en mouvement, que ce qui est ici dans les faits, un long métrage plat, souvent peu intense et rarement fourni dans les détails de son univers. Reste que Millie Bobby Brown et Chris Pratt sont sympathiques en tête d'affiche sans forcément avoir grand chose de plus à offrir que des performances génériques et parfois même un peu trop décalées, ne donnant pas assez de force et de forme à l'ensemble. C'est simplement hyper basique pour un ensemble qui n'aurait pas dû l'être du tout. Et oui, encore un film autour de cet univers mythique. Franchement, même si je suis le premier à aimer beaucoup l'univers de Bob l'éponge, franchement, depuis que Netflix a repris la franchise, on sent que la firme a besoin d'éponger, sans mauvais jeu de mots, le personnage mythique sous toutes ses coutures pour explorer à fond l'univers, quitte à en faire un peu trop. Ainsi, Dave Needham décide d'adapter le personnage de Plankton en nous offrant enfin, entre guillemets, son film, le temps d'un moment de cinéma qui reste divertissant et entraînant, sans réellement sonner comme une surprise, car on sent que les auteurs aux commandes n'ont plus grand chose à raconter, mais bon, malgré tout, on sent qu'il y a encore beaucoup de passion autour de ces différents personnages, offrant un moment de comédie, parfois musical d'ailleurs, qui apporte son petit lot de surprises, sans forcément sonner comme si utile que cela non plus. Encore une fois, les différents doubleurs officiels de la série d'animation s'en sortent très bien, avec ici en avant Mr. Lawrence, toujours aussi bon dans le rôle de Plankton, qui livre une performance vocale tout simplement fun, décomplexée et vraiment amusante pour le coup. C'était pas utile, mais bon, c'est pas un mauvais moment. La cruauté de l'humain est parfois terrifiante. Et il est encore plus difficile pour un auteur de la mettre parfaitement en relief, certains cinéastes comprenant exactement comment développer cela à l'écran sans tomber dans l'archaïque ou le maladroit, ou cherchant surtout à construire un portrait de l'humanité qui soit tout de même évocateur pour le spectateur.
Halfdan Ullman Tandell offre avec son premier film La Convocation un exercice de style et d'émotion qui donne lieu à un moment de cinéma qui sonne comme une belle surprise, méritant totalement son prix de la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes, au travers d'un récit qui joue avec élégance autour d'un suspense qui se révèle doucement mais de façon assez terrifiante, au cœur d'une dramaturgie et d'une mise en scène tout simplement renversante par moments, pas toujours subtile dans son évocation de l'humain, mais vraiment marquante lorsqu'on arrive à la fin. Le tout emmené avec un brio indéniable par la grande Renate Reinsve, qui livre ici une prestation divine dans un rôle qu'elle porte avec grâce tout du long d'un moment de cinéma qu'elle domine par sa présence évocatrice et assez folle. Une vraie révélation, celle d'un auteur qu'il faudra clairement suivre. Jouer avec un suspense n'est pas toujours une chose simple pour un auteur. Car parfois, on se perd dans la manière de construire et de développer ce qui nous semble être une tension évidente, mais qui une fois amenée au cœur même d'une dramaturgie ne sonne plus comme aussi imposante ou puissante qu'imaginée, au risque même de potentiellement perdre le spectateur tout du long de son histoire. Anand Tucker avait certainement envie de construire un film surprenant avec son The Critic, mais n'arrive pas forcément à faire tenir sur la longueur la base de sa dramaturgie, donnant lieu à un récit qui marche dans sa base, qui tient le coup notamment par le biais de ses personnages, assez charismatiques pour en imposer tout du long, mais qui ne suffisent pas à donner assez de relief à l'ensemble de ce récit, sonnant comme prenant, mais pas comme assez creusé. Après, l'élégante et charismatique présence de Ian McKellen en tête d'affiche de ce métrage, assez brillamment secondé par Gemma Arterton et Mark Strong, entre autres, donne lieu à un véritable et imposant moment de performance qui donne un charme évident tout de même à ce métrage. Il aurait fallu que cela soit un peu plus surprenant pour que ça marche pleinement. Franchement, c'était la peine d'en faire autant pour ça. Disons qu'encore une fois, comme on a eu pour le mois de janvier, j'ai l'impression que l'image qu'un film renvoie est plus importante que le film en lui-même, offrant parfois la démonstration que la parole de celui qui aura envie d'hurler plus fort que les autres l'emportera sur la qualité ou non d'une œuvre artistique. Mark Webb n'offre pas un grand film ici avec cette nouvelle version de Blanche-Neige, ni même un remake qui soit si utile que cela dans le fond, comme dans la forme d'ailleurs. Mais malgré tout, il est indéniable que, comme a pu l'être en son temps le Cendrillon de Kenneth Branagh, le long métrage possède son petit charme, sa petite particularité, une certaine idée du cinéma américain, selon Disney bien sûr, qui reste tout de même assez attrayante et entraînante, pour marcher au cœur d'une comédie musicale qui soit tout de même efficace, et il faut le dire, divertissante. Et puis au milieu de tout cela, le charme évident de Rachel Zegler et de Gal Gadot offre tout de même un petit truc en plus à ce moment de cinéma, au-delà de tout propos politique ou de la personnalité plus ou moins appréciée du grand public, offrant des performances tout de même entraînantes et apportant un petit truc en plus à cette œuvre. Encore une fois, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Bon, ceux-là, j'avais pas forcément hâte de les retrouver. Soyons honnêtes déjà sur un point. Je fais partie de ceux qui ont trouvé le précédent long métrage du duo comique venu de la campagne française pas si mauvais, voire même assez divertissant. Mais beaucoup trop long pour ce qu'il avait à nous offrir, néanmoins, cette deuxième incursion au cinéma du duo me faisant un peu peur. Et au bout du compte, Les Bodins partent en vrille de Frédéric Forestier est ce que l'on pouvait craindre, c'est-à-dire une sensation d'usure et de trop plein de rien, sans forcément non plus avoir l'impression que cela sonne comme inutile, le metteur en scène français apportant un certain dynamisme à son tout, donnant lieu d'ailleurs à une ambiance assez entraînante, mais encore une fois, et cela se ressent encore plus ici, c'est beaucoup trop long pour ce que cela nous raconte. Après, encore une fois, il faut saluer les transformations et présences assez imposantes de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet, les deux apportant quelque chose d'assez fou à l'ensemble qui se pose devant nous par des interprétations complètement déjantées et bien allumées dans leur genre. Attention, cela reste pas fou, et je pense vraiment qu'il faut être amateur du duo pour passer un vrai bon moment devant. Quand on veut porter une idée, je pense qu'un auteur doit clairement lui fixer un objectif clair. Je ne dis pas forcément qu'il doit être clair et évident dès les premières minutes d'un long métrage, mais il est parfois intéressant de voir dans une œuvre de cinéma une certaine intention ou ambition de la part d'un auteur qui permettent de donner lieu à un peu plus qu'une simple surface prenante, mais vague.
Cyprien Vial revient seul à la mise en scène de Magma, un film qui avait de l'ambition et qui en possède encore une bonne partie de la surface ici, au cœur d'un drame assez juste dans ses prémices et la base de sa composition dramatique, mais qui sombre assez rapidement dans une sensation de vide, manquant de profondeur scénaristique, offrant une imagerie assez juste et surprenante de la soufrière, mais ne parvenant pas à lui donner un relief et une intensité qui fassent oublier une sensation de flottement qui ne tient pas le long métrage du jeune metteur en scène. Reste qu'en tête d'affiche, Marina Foïs s'en sort assez bien et Théo Christine la seconde à la perfection, le temps de 2 interprétations qui rattrapent une bonne partie de l'intensité perdue par le réalisateur autour de l'évolution de leur personnage. C'est maladroit, même si cela est bien fait. Le genre du procès revient clairement en force. Depuis maintenant 5 ans à peu près, on constate un vrai besoin de la part notamment du cinéma français de renouer avec la mise en scène de la justice, de construire des films qui cherchent aussi bien à jouer avec ce décor imposant et puissant qu'avec les idéaux et ce qu'ils véhiculent de plus dur, soit cette idée que la loi prédomine sur le monde. Samuel Théis offre avec Je le jure une lecture assez fascinante du monde judiciaire en donnant lieu à un moment de tension qui sonne comme assez classique dans sa base et dans le développement notamment de son héros central, qui reste clairement en surface quant à son cheminement dramatique, mais qui parvient tout de même, par une savante construction de l'émotion et de l'immersion, à nous emporter dans un moment qui tient la route et qui reste assez intéressant. Et il faut également saluer la performance puissante et intense tout en retenue de Julien Hernouën, très touchant et juste dans un rôle qu'il parvient à emmener avec une vraie finesse et une intensité qui donne du caractère au développement de cette histoire. Un film classique, mais tout de même bien entraînant. Vous connaissez Police Academy? Ceux qui ont fait ce film, non, je pense pas. Franchement, quand on veut sortir un film qui ressemble à un autre, il faut réussir à construire quelque chose de cohérent, quelque chose d'un minimum prenant et surtout quelque chose qui a assez de forme et de consistance pour ne pas uniquement sonner comme une forme de profit pour un objet de peu d'intérêt. Nordine Sally et Riyad Luc Montel livrent un objet de cinéma tout simplement désastreux avec Les Condés, qui s'avère être très simplement une expérience de cinéma catastrophique, que ce soit dans son découpage et montage anarchique, que ce soit dans sa composition narrative et comique proche du néant créatif et constructif, ou que ce soit aussi dans la logique avec laquelle les deux auteurs cherchent à livrer un moment de cinéma qui se voudrait un hommage, mais qui sonne clairement comme un faux pas qui ramène Police Academy au rang de chef-d'œuvre de burlesque. Et après, en tête d'affiche, Nordine Sally, accompagnée de la bande Bougueraba, livre un ensemble de performances souvent à côté de la plaque, et déjà que Les Secpas n'est pas un exemple de bon jeu d'acteur, disons que là on est clairement plus du côté des dégains, et c'est loin d'être un compliment. C'est vraiment et tout simplement nul. Allez, ça sentait le bon actionneur français qui voulait faire bien mal. Et dans le genre, il est indéniable que l'on possède aujourd'hui une vraie génération d'auteurs qui a envie de proposer un cinéma d'action frontal, intense, violent et prenant, qui donne lieu à des œuvres pas forcément toujours subtiles dans ce qu'elles cherchent à traiter, mais qui peuvent sonner comme de bons défouloirs. Il est indéniable qu'avec son Carjackers, Kamel Gemra avait envie d'offrir cela aux spectateurs, un moment d'action simple, frontal, direct et sans bavure. Malheureusement pour l'auteur, son film manque de panache et surtout d'envergure, car s'il possède une radicalité dramatique qui tient à peu près la route jusqu'à la dernière minute du métrage, son action est un peu trop éparpillée au gré d'une forme pas toujours juste, et surtout qui sonne comme un peu brouillonne, à laquelle il manque en plus un peu de finesse et de subtilité, notamment dans un travail des dialogues qui parfois fait un peu peine à entendre. Reste que le casting s'en sort à peu près bien, Franck Gastambide s'amusant clairement dans le rôle du bad guy très méchant, et Zoé Marshall offrant une performance principale assez juste, même si les dialogues n'aident pas toujours non plus. C'est pas très bon, c'est pas très mauvais, en fait c'est typiquement le genre de film qui est au milieu et qui est moyen quoi. Eh ben, encore une fois, bravo si vous avez réussi à me suivre jusqu'à la fin de ce numéro. J'ai l'impression qu'avril sera aussi très chargé. On verra, peut-être que j'aurai complètement tort et qu'on arrivera à couvrir la majorité des sorties, mais je sens quand même qu'avril va être bien costaud. Donc je vous dis au mois prochain, et d'ici là n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, ça n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.